Bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous santé désormais du mardi soir. Avec la série télé à succès, HPI, et surtout la rentrée des classes, vous avez probablement entendu parler des HP, les hauts potentiels, et vous imaginez tous qu'un QI élevé était un passeport pour une vie plus facile, ce qui est loin d'être toujours le cas. J'ai trouvé dans le remarquable ouvrage de Madame Hélène Vivecchiali, psychanalyste et coach, Un zèbre sur le divan chez Albin Michel, les réponses que je me posais, que vous vous posez sur ces personnalités hors normes. Elle est mon invitée ce soir. Madame Vivecchiali, bonsoir. Bonsoir, docteur Rafal. Merci de votre présence parmi nous. Nous allons, grâce à vous, faire mieux connaissance avec ces animaux particuliers, termes bien sûr familiers, comprendre comment ils fonctionnent, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et en particulier pourquoi cette particularité, cette efficience constituait finalement un cadeau paradoxal, une bénédiction pour les uns, un fardeau ou une calamité pour les autres, et pas la voie royale présumée. Alors vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes vous-même HP, je ne trahis pas un secret, vous l'évoquez dans votre ouvrage. Et en même temps, vous êtes psychanalyste, ce qui vous amène à suivre régulièrement dans votre cabinet ces individus. Alors vous nous proposez le récit d'un couple, lui repéré tardivement, elle à l'inverse diagnostiquée très tôt. Nous allons suivre les étapes de la vie, presque toutes vécues avec difficulté. Cette surdouance a en effet des avantages et de gros inconvénients liés spécialement, si j'ai bien compris, à leur hypersensibilité. Lié surtout à leur enfance difficile, hein. Je suis très vigilante, d'ailleurs le sous-titre de mon livre l'indique, hein, c'est comprendre le mal-être de certains surdoués. Donc je continue à penser que la haute potentialité intellectuelle est un cadeau, mais que pour certaines personnes, eh bien, c'est plus compliqué que pour d'autres en raison de leur enfance difficile. Vous dites c'est une prédisposition et c'est une pancarte encombrante, mais dont on peut parfois sortir, hein. Oui, les 2 héros de mon livre, hein, donc mon livre qui est mi-roman, mi-essai, étape par étape, je raconte l'enfance, l'adolescence et puis l'âge adulte de Henri. De temps en temps, il mentionne sa future compagne Sylvie et pour chacune des étapes, j'ai une partie psychanalytique où je vulgarise certaines notions pour, faire comprendre la raison de leur souffrance. Alors, pour comprendre le titre de votre ouvrage, nous allons d'abord définir et désigner les HP, alors à la découverte de ces zèbres. Oui, donc c'est vrai que si on demande à quelqu'un, si on parle à quelqu'un de haut potentiel intellectuel ou de surdoué, la première image qui lui vient à l'esprit, c'est, je jette, une boîte d'allumettes, le contenu d'une boîte d'allumettes, devant cette personne et en 10 secondes, il me dit le nombre exact. Ça, c'était Rainman, Voilà, ça. ça c'était Redman et puis on a Audrey Fleurot dans la série, HPI HPI. dont vous parliez tout à l'heure où effectivement on a affaire à quelqu'un qui est, génie, complètement asocial. Bon, tout ça n'a rien à voir avec la haute potentialité intellectuelle. Alors c'est vrai que le QI de 130 est, le démarrage d'une réflexion sur les hauts potentiels, mais un QI, c'est ni un destin, ni une fatalité et ces gens-là ne sont ni des génies, ni des victimes. En fait, si on doit résumer, le haut potentiel intellectuel, c'est une intensité. Donc une intensité intellectuelle, une intensité émotionnelle, une intensité créative, mais c'est aussi une intensité dans l'incarnation des valeurs, donc la sincérité, l'authenticité, la loyauté. C'est également une intensité dans la conscience aiguë de tous les problèmes existentiels, la mort, la solitude, la maladie. On va y revenir. Et L'angoisse oui, de la mort et est très c'est présente. aussi une intensité dans, la façon de vouloir penser par soi-même, de souvent de façon disruptive et une pensée qui est en arborescence et en 3D et qui est continue. Voilà, c'est plutôt ça le haut potentiel intellectuel. C'est Alors, toutes ces intensités en même temps.
Alors le terme surdoué apparaît, immédiatement après la 2 guerre, en 1946 et le terme de zèbre, lui, est beaucoup plus récent, de ces drôles de zèbres. Alors j'ai Oui, appris voilà. moi ce terme. Oui, c'est vrai que c'est un terme qui est assez récent et il est intéressant parce que, le zèbre, est le seul animal que les humains ont du mal à dompter et qui a la particularité d'être assez indépendant et voilà, pour ça puis il est original avec ses rayures. Alors comment on fait, le diagnostic, d'HP? Finalement, ils ne sont pas si nombreux que ça et vous expliquez qu'en plus, bah, la majorité ne sont pas identifiés. Oui, en fait, on pense qu'il y a 2,5% de la population. Moi, je suis convaincue qu'il y en a beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il Beaucoup y de a parents pensent que leurs enfants sont Oui, HP. alors là, c'est très bizarre parce que il y a des parents qui sont effectivement très narcissiques et qui auraient envie que leur enfant soit HP et puis pour peu que l'enfant soit nul à l'école, ils décrivent qu'ils pensent que du coup, ça veut dire que l'enfant est au potentiel intellectuel Parce qu'ils puisque s'ennuient, en parce qu'il fait. s'ennuie. Mais bon, donc pour les enfants, c'est vrai que si tout se passe bien, il y a aucune raison de faire, ce repérage. Alors j'ai bien dit repérage et pas diagnostic, hein, parce que diagnostic, ça voudrait dire que c'est une maladie. Donc le repérage n'est pas nécessaire. En revanche, effectivement, si l'enfant est en difficulté, si on s'aperçoit d'abord, qu'il a une rapidité intellectuelle et puis qu'il peut être un petit peu angoissé ou qu'il est en dysynchronie par rapport à ses copains, c'est-à-dire qu'il a une très grande maturité intellectuelle, mais une maturité affective qui suit pas. Pour toutes ces raisons, pour l'aider, pour qu'il aille mieux, c'est vrai que c'est préférable de faire un diagnostic. Mais les parents sont quand même mauvais juges dans ces Oui, c'est cas-là, pour ça hein. qu'il faut voir, il faut s'appuyer sur les enseignants et puis s'appuyer sur les spécialistes Mais et là, ça sera plus clair pour eux. mais alors le diagnostic, en fait, le QI, c'est utile? Alors vous dites, chez les enfants, on peut le faire, chez l'adulte, le Chez QI les de chez pas. les enfants, c'est utile s'il y a une souffrance parce que ça permet de vérifier justement cette dysynchronie. C'est là où il y a le décalage entre sa maturité intellectuelle et sa maturité affective, Parce que souvent voire on est physique. revenu sur, le QI en disant: «Mais ça ne tient pas compte du coefficient émotionnel qui est, Bah, maintenant, très oui, important». ils sont assez attentifs, hein. Il y a les tests sont vraiment, très complexes et permettent de mieux aider les enfants. En revanche, à l'âge adulte, c'est pas vraiment une grande nécessité. En C'est pas revanche, utile après de savoir beh, si ça on est, je je HP? Ça je change rien? pense qu'il faut faire au cas par cas. Il y a des gens qui adultes, se rendent compte qu'il y a ce décalage et qui ont envie de savoir et puis il y en a d'autres qui se rendent compte du décalage et puis qui s'aperçoivent que, avec tout ce qu'ils ont lu, ils s'aperçoivent que le diagnostic, ils peuvent le poser eux-mêmes. Tout dépend aussi de la relation narcissique à cette haute potentialité. On va y S revenir là tout Voilà. à l'heure sur cette notion narcissique. Alors sur, les caractéristiques, générales, des HP, vous dites, eh ben, HP c'est pas une supériorité, c'est juste une différence. Exactement. C'est pas des gens, qui sont plus, c'est des gens qui sont autrement, voilà, qui ont une intelligence, non pas, supérieure, mais qui ont une intelligence, on va dire en largeur et pas en hauteur. C'est-à-dire qu'ils sont capables de réfléchir, vite et rapidement, d'être très créatifs, d'imaginer plein de choses. Voilà, c'est surtout ça. Ce que vous dites: «Ils voient trop vite, trop loin, trop haut», chez les autres en fait. Ils Oui. voient à travers. Oui, c'est cette différence-là qui fait, qu'ils sont, comme je dis, excentrés, hein, mais pas, et puis ce qui est important, c'est que dans haute potentialité intellectuelle, il y a potentialité. C'est-à-dire que c'est possible qu'ils utilisent tous leurs atouts. Mais pour ça, ça se bosse, enfin, il y a du travail. Mais oui, on est surpris parce qu'à la lecture de votre, ouvrage, on se rend compte que parfois il y a quand même de grosses, grosses difficultés. Alors on va prendre, quelques étapes de leur vie. Vous le développez. Alors il y a 2 personnes dans votre livre. Henri, donc le garçon, sa maman est, en dépression après le décès du grand-père et enfin beaucoup de choses découlent de là. Oui, c'est-à-dire que cet enfant se retrouve, à devoir vivre ce qu'on appelle un deuil blanc, c'est-à-dire, une mère, qui est présente et absente. Elle est présente physiquement, mais elle est absente psychiquement. Elle a une telle dépression, elle est en pleine dépression nerveuse et elle n'arrive plus du tout à assurer, quoi que ce soit de relationnel avec son enfant. Ce deuil blanc d'ailleurs, c'est le terme qu'on utilise pour, les personnes qui sont proches
de patients souffrant de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont là physiquement, mais qui mentalement sont ailleurs. Donc ce deuil blanc est très difficile pour Henri et donc il va Et se replier sur lui. pourquoi les relations sont compliquées avec son père? Ben, les relations sont compliquées avec son père parce que son père, lui aussi, souffre de voir sa femme qui est absente et qui ne participe plus du tout aux tâches d'éducation de la maison, etc. Et donc cet homme est en souffrance et en colère un peu après la vie. Et donc il élève son fils un peu à la dure. Et puis surtout, il se rend compte que son fils a une différence. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit que son fils est brillant, qui comprend plein de choses, qui ressent plein de choses. Oui, Et, vous le dites dans votre livre, hein, alors il a 4 ans, et il interroge, son papa en disant: «C'est quoi le système, solaire?» Et il lui dit: «Va dans ta chambre au lieu de poser des questions idiotes». oui, Ce sont voilà. les rapports là entre, le père et le fils. Oui, ce sont des rapports qui sont difficiles et qui fait que cet enfant se replie sur lui. Mais grâce à cette surdouance, eh bien, ça va le sauver. Parce que, et j'en parle pas mal dans mon livre, du fait que la surdouance permet au haut potentiel intellectuel un repli sur soi et leur donne une résilience bien plus grande que pour d'autres personnes. D'ailleurs, Camus, par exemple, qui avait un père, donc il était orphelin de père, sa mère était sourde et illettrée, et bien, et donc très peu de relations affectives, un enfant très isolé. Et bien Camus, grâce à son surinvestissement intellectuel, a pu se réfugier dans et faire que son intelligence lui serve de tuteur de résilience. C'est-à-dire qu'il avait en lui une zone de repli, une zone créative, une zone de réflexion intellectuelle qui permettait la continuité du sujet. Et donc les hauts potentiels intellectuels ont cette force-là. Pascal, le Blaise Pascal aussi, a eu ça. C'est-à-dire que lui, il a été orphelin de mère à 3 ans et il a pu démontrer des théorèmes d'Euclide à 11 ans. Et il s'est réfugié. D'ailleurs, il disait: j'ai mon soleil et mes brouillards à l'intérieur de moi. Donc la haute résilience permet à ces gens-là de surmonter des petits ou des grands bouleversements. Là, pour Sylvie, c'est différent. En fait, il n'y a pas, de deuil, mais elle a le sentiment de servir d'instrument entre des parents qui s'entendent pas. Oui, ses parents, elle, voulaient divorcer. Ils avaient 2 enfants et au moment du divorce, la maman était enceinte de Sylvie. Donc finalement, ils n'ont pas divorcé et tous les 2 ont rendu Sylvie responsable du fait que la famille a dû continuer. Et comme en plus cette petite fille, contrairement à Henri, a été, repérée très tôt comme, surdouée, eh bien, ils étaient, vraiment, perdus avec cet enfant qui ne leur ressemblait pas. Donc Et elle, vous dites ça suscite admiration et agacement à la fois à la voilà, maison voilà, et en hein, dehors. tout à fait, admiration et agacement. Et elle, contrairement à Henri qui a dû, avoir une espèce de nostalgie des 4 premières années avec sa mère qui était magnifique, elle a souffert, à l'inverse de ce qu'on appelle une mélancolie, c'est-à-dire le deuil de quelque chose qui n'a pas eu lieu. Donc elle a souffert de ce qu'on appelle aussi un traumatisme du non advenu. On connaît les traumatismes habituels, hein, psychiques, physiques, tout le monde sait ce que c'est, un traumatisme avec des parents ou des gens autour de soi qui ont des paroles violentes ou des parents qui battent leurs enfants. Ça, c'est des traumatismes connus. Mais le traumatisme du non advenu, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et qu'a vécu Sylvie, c'est-à-dire elle n'a pas eu cette danse affective que les enfants sont en droit d'attendre dans la relation avec leur mère. Elle n'a pas eu des parents qui lui disent: tu existes, tu es présente, je te soutiens, je te porte. Et donc, elle a souffert de ce vide, hein, de cette maltraitance passive, et ça l'a rendue mélancolique et ça l'a amenée, tout comme Henri, à un repli sur elle. Et à s'enfuir, mentalement dans Voilà. des distractions qui ne sont pas obligatoirement de cet âge. Vous dites, voilà, elle devient spécialiste de mythologie grecque, de l'Égypte ancienne et en fait, elle retourne sa rage contre elle par une anorexie mentale. Oui, c'est assez fréquent que les pardon, les femmes, au potentiel intellectuel, les jeunes filles au potentiel intellectuel, se réfugient dans l'anorexie. Je fais une comparaison avec Antigone, hein, en disant:
Elle trouve que la société est injuste, que les lois, sont mal faites. Elle trouve que, le fait de devenir une femme, les met souvent dans des doubles contraintes, dans des injonctions paradoxales, hein. C'est-à-dire, «Fais-toi belle, montre-toi désirante, mais fais attention, les hommes, peuvent te tomber dessus et te malmener». Donc, c'est tellement compliqué pour elles qu'elles vont, faire en sorte d'avoir un corps d'adolescence et de refuser de grandir et devenir des femmes avec, tous les atouts, des femmes. Quand vous dites ce sont des enfants bulle lune, Oui, c'est-à-dire que ce sont des tous les 2 sont des enfants qui, se rendent compte que l'extérieur, peut être dangereux, peut les brûler et que par conséquent, ce repli sur eux, est vraiment, quelque chose de précieux et ce repli intellectuel. Donc, ils vont se réfugier dans leur tête, dans leurs pensées et ça va les sauver. et vous dites, ils vont aussi vers une parentification qui, elle, est plutôt destructrice. Oui, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui très tôt, grâce à leur intelligence, repèrent qu'ils ont, une grande force et qu'ils sont, plus à même de repérer les souffrances de leurs parents et les difficultés de leurs parents et donc ils vont, faire en sorte, servir de médicaments à leurs parents, de servir de psy à leurs parents, Mais vous dites de les protéger. ça les met dans un sentiment d'insécurité, en Beh, fait. bien sûr, parce qu'ils sont petits et ils ont conscience que c'est pas leur rôle. Alors, pour Henri, vous appelez l'albatros, de Baudelaire, vous dites, en fait, il est obligé de développer un faux self, un faux soi. Oui, il est obligé de replier ses ailes, hein, et de faire en sorte qu'on ne se rende pas trop compte. D'abord, lui-même n'a pas du tout conscience de sa haute potentialité. Donc, Vous dites, il a pas d'amis en classe, là, c'est lui qui dirige les jeux, mais il a pas d'amis non, non, véritablement. non, surtout, beh, son enfance, l'a amené à comprendre qu'il fallait pas trop, s'appuyer sur les gens parce qu'ils pouvaient défaillir et les abandonner, hein, telle sa mère et donc par conséquent, il vit seul et il est, très vigilant et il ne fait confiance à personne Ouais, et puis alors vous dites, il est le chevalier blanc avec une affirmation exacerbée qui évidemment peut irriter. oui, voilà, il est, pour la justice, il est, vent debout, pour que, tout se passe au mieux et que, toutes, les valeurs, soient actées, de façon intransigeante, hein et effectivement, il a ce faux self, c'est-à-dire que il va, se transformer pour essayer de s'adapter aux copains à l'adolescence, aux copines, à l'âge adulte, essayer de ne pas être lui-même parce qu'il, il veut passer sous les radars et pas être trop visible. Et à la vie, adulte, on passe, très vite de l'enfance à l'âge adulte, vous dites, pour les relations amoureuses, c'est compliqué. C'est-à-dire que pour, lui, il sert, d'ambulancier, je dirais, et elle, est une victime toute désignée pour les pervers. Oui, lui, s'en sort en se disant: «Je vais sauver toutes ces femmes, comme j'ai essayé de sauver ma mère». Donc, c'est une relation, on voit, qui est perdue d'avance, hein et elle, elle est, lumineuse, c'est un soleil, mais elle a aussi cette âme de sauveur et alors là, les pervers narcissiques, on sait aussi que beaucoup de femmes au potentiel intellectuel sont des victimes de pervers narcissiques. Elles sont toutes trouvées, hein, parce qu'elles ont, elles sont lumineuses, hein, ce qui plaît beaucoup aux pervers, hein, de vouloir éteindre, des femmes lumineuses, ça c'est un beau challenge et puis elle a cette âme de sauveuse donc elle va vouloir le materner, elle va vouloir l'aider et lui va tout faire pour la détruire. Vous dites, dans les couples mixtes, les rapports habituels font que ça se passe mieux quand l'homme est HP et la femme, normotypique et beaucoup moins bien quand c'est l'inverse. Oui, parce qu'une femme, au potentiel intellectuel, si, alors, heureusement dans les jeunes générations, je crois que ça change beaucoup. Mais, dans des générations, de personnes un peu plus matures, eh bien, il est de coutume que l'homme soit supérieur à la femme dans le couple, hein, supérieur financièrement, supérieur intellectuellement et donc il y a pas beaucoup d'hommes, de, 50 ans et plus qui acceptent d'être en couple avec une femme qui leur paraîtrait supérieure. Donc c'est compliqué.
Alors, on apprend dans votre livre, il y a des surprises dans les comportements, parce que tout à l'heure on évoquait Rain Man avec voilà, super génie qui est capable de savoir combien il y a d'allumettes dans la boîte, et vous dites en fait ils ont dans les comportements enfin des traits qui sont des traits parfois ridicules. Lui, un humour pour se mettre au niveau des autres, mais un humour vraiment ras des pâquerettes. Là, vous citez quelques phrases. Voilà. Bon, j'ose pas, mais ton copain Bruno, il est d'Agen. Voilà, c'est à peu près le genre de plaisanterie. Et puis, ils ont en fait des distractions inavouables. Ils regardent vraiment beaucoup de bêtises Oui, alors, à la télé il où ils faudrait lisent pas des choses très simples. Enfin bon, on va pas oui, généraliser, oui, mais... il faudrait pas généraliser en pensant que tous les hauts potentiels intellectuels ont un humour, catastrophique et ne regardent que des choses horribles, à la télévision. Là, je parle, hein, j'insiste toujours sur le fait que je parle de certains surdoués et ces 2-là en particulier. Effectivement, On peut pas l'hu généraliser à partir de non, non, on votre peut pas livre. Pas généraliser, de mais généraliser. je reçois énormément, je suis très touchée d'ailleurs, hein, je reçois énormément, énormément de courriers, de mails, etc. Et puis j'ai la chance que mon livre soit vraiment un beau succès. Et donc, beaucoup de gens me disent qu'ils s'y retrouvent. Mais c'est pas pour ça qu'il faut généraliser. Et effectivement, l'humour, c'est quand même une belle façon de prendre du recul sur les événements et puis de se faire plaisir lorsque tout d'un coup on se sent décalé avec les autres ou qu'on s'ennuie. Et par ailleurs, les distractions inavouables, eh bien, c'est une façon, ça s'appelle un état de flow, c'est-à-dire que ce sont des moments où le cerveau a besoin de déconnecter, c'est-à-dire que ça évite la surchauffe, hein. Comme je le disais tout à l'heure, les hauts potentiels intellectuels pensent sans arrêt, c'est-à-dire que sans arrêt, ça mouline. Et donc, au bout d'un moment, de regarder une série télévisée débile ou une émission de télévision nulle ou de lire des blagues de comptoir, eh bien, ça permet au cerveau vraiment de faire un mini lavage pour arriver à déconnecter, quoi. Et c'est un peu la cocotte minute qui évite que ça explose. Alors, vous êtes psychanalyste, je voudrais que vous nous disiez un mot, parce que bien évidemment, ça se traite. Vous avez évoqué tout à l'heure, je vous ai arrêté à propos du narcissisme primaire. Peut-être très très rapidement, cette notion chez Freud entre le narcissisme primaire et Oui, secondaire. oui. Le narcissisme, c'est d'abord, quelque chose de positif, contrairement à ce qu'on peut penser. Et effectivement, il y a 2 sortes de narcissisme. Le narcissisme primaire, c'est le narcissisme de l'enfant, c'est-à-dire, moi Voilà, tant qu'ils et sont enfants, ça voilà, va. tout doit passer par moi. Et le narcissisme secondaire, eh bien, c'est, l'étape où justement on devient adulte et où on passe de moi aux autres et des autres moi. Et, C'est-à-dire, et eux ont du mal. eux ont du mal parce qu'ils ont vécu une enfance difficile, hein, donc on voit que ça n'a rien à voir avec la haute potentialité, hein. Là, c'est parce qu'ils ont eu une enfance difficile et comme beaucoup de gens qui ont eu une enfance difficile, eh bien, ils se disent: «Je ne peux compter que sur moi» et par conséquent, je ne vais pas pouvoir entrer, enfin, ils se le disent pas bien sûr, mais ils ne peuvent pas entrer si facilement dans le narcissisme secondaire qui consiste à un aller-retour entre les autres et moi. Donc cette dynamique les autres moi est très difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas confiance dans les autres et qu'ils sont obligés de s'appuyer que sur eux puisque dans leur enfance, ils étaient seuls. Alors vous faites, vous, le travail du thérapeute, le travail d'analyse, donc c'est révéler le statut d'HP, découvrir les origines du mal-être, prendre conscience, et puis essayer de nettoyer pour apaiser, parce que derrière, il y a quand même une grande souffrance. Et vous dites que c'est parfois difficile parce qu'ils ont une grande capacité à tout remettre en question sans arrêt. Oui, c'est vrai que c'est, d'abord, pour qu'un haut potentiel intellectuel qui souffre, aille voir un thérapeute, comme je le dis dans mon livre, il faut que ce soit un zébrologue, c'est-à-dire quelqu'un qui soit Oui, ils ne les aussi. choisissent pas n'importe Et comment, non, hein. parce que sinon il y a une incompréhension, et puis il faut trier entre ce qui est des souffrances de la petite enfance et ce qui est des caractéristiques de la haute potentialité. Donc si c'est pas un zébrologue, il va pas pouvoir arriver
arriver à trier. Et c'est vrai que, ils sont, difficiles à dompter, hein. Ce sont des zèbres, donc au début, le zébrologue a un petit peu de mal pour arriver à dompter ces drôles de bêtes qui veulent bien se remettre en cause, mais attention, j'ai pas confiance et il va falloir montrer, sabot blanc. Et vous terminez, puisque là, on est presque au terme de notre entretien. Là, je renvoie nos auditeurs à votre livre. Vous dites pour eux, c'est être enfin heureux et pas seulement ne pas être malheureux, donc à l'opposé de ce que chante Balavoine. Oui, voilà, tout à fait, hein, puisque mon livre commence par, la chanson de Balavoine. Voilà, et vous terminez par quelques personnalités. On n'aura pas le temps d'en parler, mais bon, je renvoie à nos auditeurs, Denis Richel, micronutritionniste, Cédric Villani, Robert Cadouche, qui eux aussi sont des HP et Oui. qui, de leur façon, voilà, Oui, ils m'ont il y a fait des interviews. l'honneur d'accepter des interviews et par conséquent, ça se termine, sur, des exemples avec, des personnes connues. Voilà, Madame Vecchiali, je vous remercie. Donc, je Merci rappelle à le vous. titre de votre livre, Un zèbre sur le divan chez Albin Michel. Merci encore. Merci à vous.